sur Public Sénat. Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénat Stream, votre émission de Public Sénat. Chaque semaine, on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice pour répondre à vos questions. Cette semaine, on a l'immense plaisir de recevoir Victoire Jasmin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien arrivé, bien installé, tout va bien. Parfait. Et c'est super, tant mieux. On va passer une heure ensemble, Victoire Jasmin. On va apprendre à vous connaître. On va parler de l'actualité du Sénat et l'actualité en général. On va aussi parler avec vous. Bonjour à vous. Bonjour le chat. Bonjour si vous nous regardez sur Twitch. Bonjour si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. C'est bien vos questions que j'ai avec moi, que vous m'avez fait passer hier. C'est bien vos questions que nous avons en face de nous ici avec Madame la sénatrice. Et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Je précise d'ores et déjà que vous êtes sénatrice socialiste de la Guadeloupe. Tout à fait. Merci. Voilà, on va parler de vous. On va faire votre portrait. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'actualité politique de cette semaine. C'est parti pour le moment actu. Alors la grosse actu de cette semaine, on l'a appris lundi. Un petit peu à la surprise générale, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la suspension de la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca, le temps que l'autorité européenne du médicament, que l'agence européenne du médicament éclaire visiblement un risque potentiel sur la santé de ce vaccin-là. C'est une bonne décision qu'il a prise Oui, je crois. Ouais. Pour le principe de précaution, je crois que c'était nécessaire de prendre une telle décision, compte tenu du recul suffisant que nous n'avons pas concernant l'intégralité des vaccins, mais pour celui-là, et s'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements et d'effets indésirables, c'était normal. Donc, beaucoup quand même. Enfin, beaucoup de réactions, beaucoup de gens font remarquer qu'on parle de 30 cas de thrombose, ce qui est grave effectivement, sur 17 millions de vaccinés. Oui, mais le principe de précaution vaut. Moi, je crois que le président, dans une telle situation, il a pris la bonne décision parce que les vaccins, de façon générale, étaient déjà décriés, compte tenu de l'antériorité de la prise en charge de la population par les différents vaccins, la crainte qu'il y avait déjà antérieurement. Donc, je crois vraiment que c'est une très bonne... Parce que 30, c'est toujours 30 personnes, 30 vies humaines. Sure. Donc, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui dans un état que j'ignore, mais pour eux-mêmes et pour leurs autres, et pour éviter les pertes de chance. Donc, moi, je crois que c'est une très bonne décision. Une question de Samy qui vous demande très simplement comment ça va la situation sanitaire en Guadeloupe. La situation sanitaire en Guadeloupe, elle est compliquée. C'est-à-dire ? Elle est compliquée parce qu'en fait, on a des mesures qui ont été prises dans un premier temps pour le premier confinement, ça devrait être peut-être en décalage. Donc c'est vrai qu'il y avait une grande méconnaissance de la situation dans laquelle on se trouvait. Donc l'ensemble du territoire national a été confiné et nous, on a été confinés en même temps. Mais après, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de cas chez nous. Après, il y a eu un nombre important de cas, donc toutes les personnes qui vivaient sur le territoire, mais sur les autres territoires ultramarins, vivaient de façon différente la situation. Ouais. Donc pour ce qui est de façon singulière, ce qui concerne la Guadeloupe, on a eu à un moment donné un pic au moment où il y avait des baisses sur l'ensemble des autres territoires. On a eu un pic et c'est la Guadeloupe et Marseille qui avaient évidemment connu des situations particulières à ce moment-là, notamment des couvre-feux. C'était au mois de septembre dernier. C'était septembre, oui. Oui, c'était en même temps. Au même moment, je m'en souviens. Donc là, cette décision qui avait été prise de façon conjointe par les élus et par le préfet de région, au sein d'un comité de suivi, compte tenu des résultats de plus en plus importants qu'il y avait concernant les diagnostics cliniques et les hospitalisations. Donc aujourd'hui, il y a une véritable prise en compte de la situation par la population. Au vu du nombre de personnes qui portent les masques, qui respectent les gestes barrières, il y a eu à la fin de l'année 2020 des opportunités d'aller en Guadeloupe justement parce que les chiffres étaient les plus bas. Étaient plutôt bons, d'accord. Étaient plutôt bons et tout était ouvert jusqu'à il y a 2 semaines chez nous. Il y a environ depuis une semaine, on a encore le couvre-feu parce qu'il y avait effectivement des chiffres qui commençaient à devenir alarmants. Et il y a aussi une problématique qui est liée. Alors il y a ce problème-là, mais l'impact qu'il y a sur l'économie qui est déjà difficile et sur les
les différents établissements de santé que nous avons. Mais oui, il y a une tension particulière sur l'infrastructure hospitalière en Guadeloupe. Oui, parce que c'était déjà très fragilisé avec l'incendie qu'il y a eu en 2017, en fin 2017. Donc pour le moment, il y a un nouveau CHU qui est en construction, mais qui n'est pas opérationnel, qui ne sera pas dans les médias. Donc c'est sûr que les différents établissements de santé publics et privés ont joué le jeu et jouent encore le jeu. Ouais. Donc il y a quand même une véritable prise de conscience à la fois des différents partenaires de la santé et des professionnels de santé que je profite de votre antenne pour saluer parce qu'ils se sont vraiment très bien impliqués. Et j'en profite à mon tour pour saluer toutes les personnes qui nous regardent depuis la Guadeloupe, depuis les Antilles et depuis l'ensemble des territoires d'outre-mer. Salut à tous, très heureux. Oui. Donc j'ai une question d'ailleurs à ce sujet-là de Jeff. Il y a un problème de masques en ce moment. Par exemple, là, au niveau de l'éducation, par exemple, il y a l'obligation là. Ouais. Et il y a un certain nombre de parents. Alors, il y a des fédérations de parents d'élèves qui, et la majorité des parents d'élèves sont d'accord pour faire porter le masque à leurs enfants. Et il y a aussi un certain nombre de parents qui récusent cette possibilité. Donc, mon souhait serait qu'il y ait une rencontre entre la rectrice et tout le monde, parce que des mesures ont été prises pour tous les enfants qui avaient un certain nombre de pathologies et pour lesquels les médecins traitants ou les pédiatres avaient déjà pris un certain nombre de décisions. J'avais une question de Jeff qui vous demande très simplement, est-ce que vous vous êtes senti oublié par la métropole dans la gestion de cette crise? Est-ce qu'il y a eu une inégalité? Non, mais c'est l'ensemble du territoire national, donc parce que cette gestion de crise n'a pas été parfaite sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'en fait, quand on passe le masque ne sert à rien, donc il y a eu une certaine cacophonie regrettable, mais au début, on ne savait pas, il n'y avait pas beaucoup de masques. Mais je pense que la vérité aurait servi à la population, parce que toutes les personnes qui ont pris après un certain nombre d'initiatives, quand ils ont su qu'il fallait porter un masque, eh bien, on a vu se multiplier des initiatives à tous les niveaux concernant la confection. Plus en Guadeloupe qu'en métropole, il n'y avait pas... Oui, alors en Guadeloupe en particulier, la difficulté complémentaire, c'est qu'ici, sur le territoire national, on pouvait passer d'une région à une autre, d'un hôpital à un autre. Il y a une diversité de possibilités de prise en charge des patients, y compris avec les zones frontalières où il y a eu, dans certains cas, un recours à des hôpitaux des zones frontalières. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu une centralisation des décisions. Cette centralisation n'a pas permis aux initiatives locales de se déployer dans un premier temps. Et c'est regrettable parce qu'il y a quand même les URPS, il y a un certain nombre de professionnels de santé qui n'avaient pas été mis en évidence parce que c'était le taux hospitalier. Or, chez nous, les grandes difficultés sont liées aux hôpitaux publics dans un premier temps, dans la mesure où il y a des limites du CHU qui est quand même le principal centre de l'archipel. On est un archipel en plus, donc ça complique davantage les choses. Et c'est vrai qu'on a pu avoir avec Santé publique France l'apport de certains personnels qui sont venus à certains moments pour renforcer les équipes hospitalières. Donc ça a été un plus. On a eu également avec l'armée des médecins militaires qui sont venus. Donc il y a eu, mais il a fallu quand même qu'on arrive au plus bas des situations du territoire. Et c'est valable pour les autres territoires aussi. Une question de The Drill qui vous demande comment ça se passe les vaccins pour les départements, les régions en Outre-mer. Donc, pour les vaccins, donc il y a eu dans un premier temps, pour ce qui concerne la Guadeloupe, mais je pense aussi, quand je regarde un petit peu la presse dans les autres territoires, il y a eu des réticences, il y a eu des peurs, parce que l'approche, parce que les populations, et particulièrement en Guadeloupe, la population n'est pas contre les vaccins de façon générale. Les gens se vaccinent. C'est une question d'Artoum, effectivement. Les gens se vaccinent avec l'Institut Pasteur. Il y a moi-même, en tant que premier adjoint de ma commune et délégué au CCAS, j'ai contribué depuis 2009 à avoir un centre de vaccination dans ma commune. Donc, on est un centre de vaccination, c'était pour tous les vaccins obligatoires de l'INFOR. Donc ça, c'est sur la partie adhésion de la population. Mais vous avez des livraisons de vaccins, vous en recevez des doses? Oui, mais par contre, il y a eu au départ des problèmes. Alors, il y a des personnes qui souhaitaient se faire vacciner, il n'y avait pas encore les doses disponibles sur nos territoires. Et maintenant qu'il y a des doses, mais bon, je pense que AstraZeneca, qui est un petit peu décrit aujourd'hui, eh bien, c'est un des vaccins mis à disposition sur nos territoires. Donc, il y a eu un certain nombre de centres de vaccination qui ont été déployés avec l'accompagnement des maires, évidemment, qui se sont très fortement impliqués. Mais la question, c'est de savoir quelle sera, parce qu'on ne sait plus, entre la première dose, une dose unique, après, pour les personnes qui ont eu le Covid et qui doivent aussi prendre un vaccin, une deuxième dose, une dose unique. Après, maintenant, on entend que Pfizer propose 3 doses. Et moi, je considère qu'au-delà de la question de la vaccination, il y a une question on est dans un système qui est compétitif et concurrentiel. Et la question financière également
élément à prendre en compte dans cette affaire-là, parce qu'on est là dans une espèce de surenchère avec un nombre de doses qui est commandé initialement, le nombre de doses que le fournisseur... Livrés, là, oui. donc en fait, là, on est aussi dans une situation qui est liée aussi à l'argent. Donc là, je pense qu'il y a aussi cette difficulté-là et je voudrais qu'il y ait une certaine transparence dans ces relations entre les différents laboratoires qui proposent des vaccins et l'efficacité des vaccins en même temps. D'ailleurs, j'ai une question de Thomasino qui vous demande à propos du vaccin cubain. Cuba a déclaré avoir plusieurs candidats à vaccins. Est-ce que c'est potentiellement, c'est la question qu'il vous pose, une bonne idée pour la Guadeloupe ? Ça pourrait être, dès lors que, si toutes les études comparatives permettent de montrer ou de démontrer que c'est un vaccin qui a une certaine efficience et une certaine efficacité, pourquoi pas? Moi, qu'il soit cubain ou autre, dès lors qu'il répond à tous les critères nécessaires pour pouvoir permettre aux personnes qui accepteraient de le prendre d'avoir les anticorps nécessaires pour se protéger et non pas pour avoir la maladie. Parce que là, il y a eu un moment où il y a eu un certain nombre d'articles où il y a eu un doute, en tout cas, sur l'efficacité, sur l'efficience, mais aussi sur la capacité de certains vaccins qui sont mis en circulation à protéger plutôt que de diffuser la maladie. Donc là, c'est cet écart-là. Alors, il faudrait des études complémentaires, évidemment. Oui. Il faudrait des études comparatives également pour savoir ce qui sort à partir des articles qu'on peut lire, la bibliographie qu'on peut faire, savoir ce qui ressort du vrai ou du faux. Là, pour le moment, on n'a pas le recul nécessaire. Donc, là, la décision qui a été prise de stopper pendant un moment, mais je vois que c'est pendant très peu de temps, en attendant que les experts donnent leur avis, donc on verra bien ce que ça va donner. Il y a Shakit qui voulait vous demander comment s'est mise en place la réserve sanitaire pour le Covid. Comment ça s'est passé? Il y a eu une demande de renfort de la part des élus en Guadeloupe? Oui, de la part des... Alors pour la réserve sanitaire, c'était très bien. Moi, j'ai eu par le passé, parce que j'étais cadre de santé, et j'ai vu arriver il y a quelques années. Vous avez été cadre de santé au CHU de Pointe-à-Pitre? Oui, au CHU, donc j'ai eu à l'époque également, pour les épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya en particulier, on a eu des réserves. Là, c'était une situation particulière. Là, il y a eu des professionnels qui étaient malades, parce que contrairement aux autres, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient malades, mais les effectifs étaient plus ou moins stabilisés, et à un moment donné, pour le chikungunya, par exemple, on en a eu pas mal. Là, il s'agit d'une situation qui est particulière, où on a besoin, ici, sur le territoire hexagonal, de la plupart des professionnels, parce que les hôpitaux sont exempts aussi, et bien avant la Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des grèves, qu'il y avait quand même des personnels qui étaient indigents, en souffrance, et qui voudraient qu'il y ait des renforts dans les effectifs. Donc là, ça n'a pas... C'était valable également chez nous, en Guadeloupe en particulier, et je pense aussi à la Martinique. Et là, le problème qui s'est posé, c'est qu'entre les personnes qui étaient malades, qui étaient confrontées eux-mêmes et leur famille par la maladie, par la Covid, et les difficultés de prise en charge liées également à l'expertise qu'il fallait avoir, parce que bon, ce sont les infirmiers anesthésistes, parce que la plupart des personnes qui arrivent à RIA, même si on ouvrait un certain nombre de lits de réanimation, mais il fallait qu'il y ait des professionnels formés et compétents et habilités pour les prendre en charge. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que les professionnels qui étaient présents étaient en quantité insuffisante pour prendre en charge les nouveaux lits, parce qu'il y a eu quand même une extension, il y a eu un certain nombre de ventilateurs, d'équipements qui sont arrivés entre-temps, mais pour prendre en charge de façon urgente des professionnels, d'une part, pratiquement tous les blocs opératoires étaient... pas les blocs opératoires. Bon, en fait, certains professionnels des blocs opératoires étaient déjà des renforts pour la réanimation, mais la quantité de professionnels et leur permettre également de pouvoir souffler, parce que c'est des personnes qui travaillaient, qui n'avaient plus les mêmes rythmes comme d'habitude que quand ils ont un planning bien défini. Donc, il a fallu effectivement qu'il y ait une demande de renfort. Ça a été fait à la fois de façon conjointe entre l'ARS et le directeur du CHU. On a eu un concours massif également d'anciens professionnels qui étaient à la retraite, qui pouvaient également mettre à la disposition. Il y a eu une mobilisation, et puis il y a des professionnels également qui travaillent dans le secteur privé ou qui sont des infirmiers libéraux, qui ont également contribué avec les autres professionnels à une prise en charge. Mais ceci étant, ce n'était pas suffisant à une certaine période, parce qu'il y avait aussi tous les problèmes psychologiques qu'on pouvait rencontrer de certains professionnels. Donc, du coup, les réserves sanitaires, et c'était pas que les infirmiers, il y avait des médecins, il y avait des infirmiers anesthésistes, un peu de tout. J'ai une question de Thomasino à nouveau qui vous demande ce que vous pensez du passeport vaccinal. Est-ce que c'est une solution pour l'outre-mer et les touristes?
Non, moi je ne pense pas que le passeport vaccinal serait, en tout cas pour le moment, moi je ne suis pas favorable au passeport vaccinal parce qu'on a le libre choix. Là, je crois qu'avec un test négatif pour le moment, on peut l'avoir. C'est sûr qu'au fur et à mesure, je considère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront immunisées. Ils appellent entre guillemets l'immunité collective. Donc il y a des personnes qui ont eu la maladie, qui ont probablement encore des anticorps, d'autres qui l'ont eu sans même avoir des symptômes et qui n'ont pas forcément tous les anticorps. Donc là, moi je pense qu'il faut un certain recul. Mais mettre en place un passeport vaccinal spécifique, à la fois, ça peut peut-être protéger les gens, mais ce qui se passe, c'est que les libertés individuelles seront quand même compromises, même si à certains moments, on peut penser que pour aller en Guyane, par exemple, on a le vaccin de la fièvre jaune, par exemple. Mais mettre en place un passeport vaccinal, ce sera peut-être une contrainte pour certaines personnes qui ne sont pas favorables, pour le moment en tout cas, au vaccin. Et il y a des personnes qui vont refuser d'effectuer les déplacements. Donc pour le tourisme, donc ce sera pas forcément la meilleure des choses. On va parler de vous, Victoire Jasmin, c'est l'heure du portrait. Alors une question que je pose toujours à tous mes invités, j'ai envie de comprendre votre parcours. Comment est-ce que vous êtes devenue sénatrice? On va commencer par le début. Quel bac avez-vous fait? Alors, moi, j'ai fait une formation de technicien de laboratoire et j'ai un niveau bac F7, F7 prime. À l'époque, c'est ce qu'on avait. Il n'y avait pas les bacs LCD. À l'époque, c'était CD, maintenant c'est S et tout ça, F7 prime à l'époque. Donc c'était un bac scientifique? C'était scientifique et j'ai un parcours qui est atypique parce que quand j'ai commencé ma formation, j'étais dans une section A. Alors, à l'époque, c'était plutôt littéraire. Et c'est parce que j'ai fait un certain nombre de choix professionnels à l'époque, en fait, parce que ma mère voulait travailler à l'hôpital, elle voulait que je sois infirmière, et j'avais passé les examens d'infirmière, et finalement... Vous vouliez faire ça? Vous vouliez faire quoi plus tard? C'était ma question. Quand j'étais enfant, j'ai voulu... Enfin, mes deux choix, c'était infirmière. C'était enseignante, pardon. Enseignante ou religieuse. Ou religieuse, d'accord. Il y a eu... Et je n'ai fait ni enseignante... Il y a une vocation à un moment. Non, mais c'est intéressant. Je n'ai été ni infirmière, ni religieuse. Sénatrice, c'est encore autre chose. Ni religieuse. Mais ce qui influençait ma mère, c'était une infirmière qui s'appelait... Donc du coup, études de technicienne de laboratoire. Après, j'ai fait technicien de laboratoire. Et technicien de laboratoire, j'ai fait cela à ma formation à l'IUT de Créteil. Ouais. Et je travaillais, bon. Et après, j'ai fait une formation de cadre de santé à l'école de cadre de la rue de Berry à Paris. Et c'était l'école de cadre de la Croix-Rouge. Et en même temps, de façon concomitante, j'ai passé aussi une maîtrise de santé publique. Et j'ai fait une multitude d'autres formations. Et j'ai eu aussi un titre de biotechnologiste médical qui est un niveau européen à l'époque où il proposait, un niveau européen pour travailler dans les laboratoires. Donc après, bon... Quand vous vous souvenez de vos études aujourd'hui, est-ce que vous imaginez suivre les études que vous avez suivies dans les conditions dans lesquelles les étudiants les suivent aujourd'hui? Non, parce que bon, la chance... En distance, en visio, vous imaginez ça? Non, parce qu'à l'époque, c'était des Amstrad, ça n'existait même plus. C'était les ordinateurs de l'époque, c'était au tout début, et Amstrad. Mais vous comprenez les conditions d'études actuellement des étudiants? Vous pensez que vous auriez décroché? Les conditions d'études, mais pas que, parce que c'est la vie quotidienne qui se transforme aujourd'hui. C'est la vie des étudiants, la vie des familles, c'est la vie de tout un chacun, en fait. Vous auriez pu aller au bout de vos études? Pardon? Vous auriez pu aller au bout de vos études dans les conditions... Non, là maintenant, c'est que les courageux, les vrais courageux et motivés qui peuvent continuer. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, les personnes qui sont aujourd'hui en études et qui sont peut-être à proximité de leur famille peuvent peut-être plus s'en sentir mieux parce qu'ils ont à la fois l'apport de la famille et en fait au niveau matériel et au niveau économique, les moyens de la famille en plus des leurs. Tandis que les personnes qui sont éloignées, je vois l'exemple qu'il y a eu pour ceux qui étaient
ce qui était au Canada et ici dans l'Hexagone, eh bien, à un moment donné, il a été question sur l'Hexagone de fermer les résidences universitaires. Et on demandait aux étudiants de partir avec leurs affaires. J'ai interpellé la ministre de l'époque, Madame Girardin, très rapidement parce que j'ai eu des familles qui m'ont tout de suite appelé. J'ai été par le passé présidente d'une fédération de parents d'élèves et j'étais en contact avec pas mal de parents et je sais que ce n'est pas toujours évident. Donc, certaines mesures ont été prises à ce moment-là et les enfants qui étaient par contre étudiants au Canada avaient beaucoup plus de difficultés parce qu'il n'y avait pas de possibilité de retour. Or, beaucoup souhaitaient pouvoir revenir dans nos territoires, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique. Pour ce qui était ici, donc les associations, il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles et des associations se sont impliquées, mais je crois que c'est encore très compliqué. Et c'est pour cela que le Sénat a mis en place une mission d'information sur la vie étudiante qui a commencé il y a une quinzaine de jours. Elle s'est installée et je fais partie de cette mission et je crois que là, on va pouvoir mieux comprendre les situations parce qu'il y a beaucoup de disparités, il faut le comprendre, entre les étudiants en fonction de leur lieu d'appartenance, je ne dirais pas de pays parce qu'on est sur un territoire national, d'origine et en fonction des possibilités des familles. Parce que quand il y a eu le premier confinement, il y a des parents qui ont eu la possibilité de faire rentrer leurs enfants parce que vous avez les moyens de payer un billet d'avion, d'autres sont restés et étaient tributaires ou bien de leurs amis ou bien de la solidarité. Donc ça, moralement, c'est difficile parce que du jour au lendemain, on change beaucoup de choses. Et l'autre chose, alors la question des disparités des moyens, mais aussi la question de la pauvreté en même temps, parce que beaucoup avaient des petits jobs étudiants, avaient certaines ressources, parce qu'ils pouvaient ou bien travailler dans divers domaines d'ailleurs, et avoir un argent, même quand ils étaient boursiers, ils pouvaient avoir ce complément. Et là, ils se sont retrouvés avec peut-être la bourse, mais avec beaucoup plus de dépenses et de charges. Et c'était compliqué. En plus, bon, les commerces de proximité n'étaient pas forcément à leur niveau, dans la mesure où pour ceux qui étaient en résidence universitaire, ils n'avaient pas forcément les moyens à la fois de cuisiner, d'avoir des ressources pour faire des courses. En fait, c'était compliqué et je crois que là, avec les auditions qui ont commencé, on entend un petit peu les choses qui sont mises en place et progressivement on verra. Mais je crois que c'est compliqué, beaucoup plus qu'avant. Et parce que la solidarité aussi, parce que les étudiants entre eux, ils font de la solidarité, et quelquefois, ils peuvent faire ensemble un repas, ils peuvent se payer ensemble des choses, mettre ensemble ce que chacun a pour obtenir, pour pouvoir ou bien faire des courses, ou en tout cas pour manger ensemble. Et là, le fait de rester isolé, psychologiquement, c'était difficile pour eux, mais aussi pour les besoins du quotidien, c'était compliqué. Je reviens sur votre parcours à vous. À quel moment la politique est rentrée dans votre vie ? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était en famille? Est-ce que c'était en famille? Oui, d'abord parce qu'en fait, mes parents étaient des communistes. Ah, donc ça parlait politique à table. Et ils étaient... Non, mais en fait, bon, là, ils étaient communistes et j'ai un oncle qui tout le temps allait livrer les journaux, les journaux pour traverser, transiter. J'étais souvent chez cet oncle-là, mon oncle et ma tante. Et du coup, ma mère, elle était aussi impliquée, mais moins impliquée. Mais le fait d'avoir l'influence de la famille, parce que mon oncle en question, il était un des référents pour... une partie de notre commune pour le parti. Et c'est lui qui allait, chaque fois qu'il y avait le journal, en fait c'était l'Étincelle, il allait distribuer. Et nous, on était là, on lisait. Mais il y avait aussi une de mes tantes qui faisait partie d'une association qui avait été créée par madame l'avocate Gertie Archimède, l'Union des femmes guadeloupéennes. Et ma mère faisait partie. Elle était moins impliquée que sa grande sœur, sa sœur aînée, qui était une militante, et ma tante qui était présidente. Donc les réunions se faisaient chez elle. Donc assez souvent, on se retrouvait dans un milieu où on parlait politique, on parlait de situations liées à la situation des femmes, on parlait évidemment d'économie, enfin un peu de tout. Et bon, j'étais là. Donc ça, c'était le début. Après, bon, en grandissant, donc j'ai eu des cartes de jeunes communistes. Donc là, mais en fait, je n'étais pas encore suffisamment impliquée. J'étais impliquée indirectement par ma famille. D'accord, c'était familial. Mais voilà. Donc il y a un moment où il y a eu une émancipation, où là, c'est Victoire qui... Oui, alors quand j'ai pris mon premier choix, en fait, je suis allée vers les écologistes parce que j'ai un ami qui se présentait à Morne-à-l'Eau, dans ma commune natale, et qui m'a sollicité parce qu'on était très proches, on est encore, mais pas autant qu'à cette époque-là. Et bon,
bon, je participe à toutes les réunions avec lui, donc il m'a proposé d'être socialiste. Donc j'étais première socialiste, en fait, en deuxième position après lui. Et on a fait un score intéressant en 2001. Mais pas un score suffisant en tout cas pour être élu, évidemment, c'est la première fois. Et l'année d'après, en 2002, j'ai été suppléante socialiste pour les élections législatives, donc toujours avec les Verts Guadeloupe. Toujours avec les écolos, oui. Voilà, c'était les écologistes et bon, et c'est justement celui qui a fait porter les premières plaintes à l'époque où j'étais encore là, concernant le chlordécone. Oui. Mais après, bon, j'ai fait un autre cheminement parce que j'étais présidente d'association de parents d'élèves, parce qu'entre-temps, on a des enfants qui grandissent, on s'implique plus pour la vie scolaire des enfants, et c'était mon cas. Donc, j'étais présidente d'association de parents d'élèves, présidente de fédération de parents d'élèves, également sur toute la Guadeloupe, et qui était la première fédération. Donc, donc je réussissais quand même à concilier ma vie familiale, ma vie professionnelle et ma vie associative. Et là, après, j'ai été sollicitée par justement un de mes cousins qui était élu local et qui était maire de la ville de Morne-à-l'Eau, et qui, effectivement, lui, il était resté communiste parce que c'était son père, le communiste très, très engagé qui réussissait à tout le monde. Donc lui vous a sollicité. Et lui, il m'a sollicité. Alors moi, j'ai milité avec lui comme il était devenu maire, suite à la démission du maire qui était là avant. Donc lui, il est devenu maire. Et au moment des élections de 2008, là, c'est la première fois qu'il faisait lui-même sa liste. Et il m'a sollicité. Donc moi, j'allais régulièrement à toutes les réunions dans les quartiers. Bon, je participais. Et au moment de faire sa liste, enfin, moi, je n'ai rien demandé, mais je suis devenue la première sur la liste. Au départ, je ne voulais pas tellement. Je lui ai dit, mais tu peux me mettre dernière, tout ça, parce que moi, j'étais présidente d'une fédération de parents et tout. Et il m'a dit, mais non. Mais là, il avait vu le travail que j'avais fait, parce que, bon, pendant toute la campagne, j'avais une méthode de travail qu'il avait. Voilà, donc il vous a mis en tête de liste parce que. Voilà, et je suis devenue, et puis bon, aux élections, nous avons gagné, donc je suis devenue la première adjointe au maire. La première adjointe de Morne-à-l'Eau. Voilà, de Morne-à-l'Eau. Et aujourd'hui, vous êtes au Parti socialiste. Oui, alors justement, comme c'était une liste ouverte, mais entre-temps, j'avais adhéré au Parti socialiste entre-temps, c'est-à-dire entre les Verts et là, j'avais adhéré au Parti socialiste au niveau national. À l'époque, avec Désir d'avenir. 2006-2007. Voilà, et là, il y avait une candidature à l'époque d'une femme, et moi j'avais trouvé que c'était important. Donc c'était Ségolène Royal, vous vouliez soutenir Ségolène Royal à l'époque. D'accord, donc c'est comme ça que vous êtes rentré au Parti socialiste. Alors, et c'est comme cela parce que je voyais qu'il fallait qu'il y ait aussi une femme. En fait, pour moi, une femme pouvait être présidente de la République. Et elle, comme elle avait été identifiée, elle avait décidé qu'elle était candidate, et j'ai dit, bon, ça, c'est quelque chose de bien. J'ai une question qui vous est posée par Toinougle, qui voulait vous demander, est-ce que le Parti socialiste est toujours socialiste ? Le Parti socialiste... Quel regard est-ce que vous portez sur le quinquennat de François Hollande ? Eh bien, mais François Hollande, il a travaillé, on n'a pas suffisamment mis en évidence le travail qui a été effectivement réalisé par cette mandature, parce qu'il y a eu évidemment les fondeurs, en fait, ça s'est dissocié et disloqué même. C'est dommage, mais il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées pas à la fois par le gouvernement François Hollande, par ses ministères au niveau au niveau de la santé. Il y a eu un certain nombre, mais au niveau de la sécurité également, parce qu'il faut savoir que l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était après ministre de... Bernard Cazeneuve, bon, il a quand même très bien travaillé. Moi, ce que je regrette, c'est que au niveau du parti, qu'il y ait eu des questions d'égo qui ont un petit peu perturbé l'organisation des choses. Mais je considère que François Hollande, il a fait le travail qui n'a pas suffisamment été valorisé parce que les fondeurs ont plus... C'est qu'une question de valorisation, c'est à cause des fondeurs que ça n'a pas marché. Entre autres parce qu'il y avait un travail qui était fait, mais lui aussi, bon, il fallait peut-être qu'il y ait en interne même plus de cohérence entre les uns et les autres. Mais je ne vais pas porter de jugement de valeur parce que je n'étais pas à l'intérieur pour voir comment les choses se déroulaient. Mais je crois que c'était un parti où il y a des valeurs, et là il y a des valeurs socialistes. Donc je pense que les personnes qui sont socialistes, même quand elles sont parties peut-être ailleurs ou ceux qui sont restés, il y a toujours le côté du social qui prime. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que
que pense l'ancienne communiste et l'ancienne écologiste que vous êtes d'un certain nombre de personnes à gauche qui refusent de faire alliance avec le PS en estimant que le PS n'est plus de gauche? Le PS s'est noyé dans une social-démocratie Macron compatible, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais moi je suis une démocrate. Je comprends que certains ne se retrouvent pas dans le Parti socialiste et je respecte leur choix parce que bon, Emmanuel Macron, il était à l'intérieur du parti aussi. Donc Macron compatible, il était à l'intérieur. François Hollande l'a choisi pour faire un travail. Après, il a fait le choix qui était le sien et que je respecte parce que nous sommes encore dans un système démocratique. Donc Emmanuel Macron est parti, mais c'est sûr que les personnes qui étaient à ses côtés sur les bancs des socialistes, c'est sûr qu'il y a eu un certain nombre de liens qui se sont tissés et si certains sont partis avec lui parce que lui il avait un autre projet, parce qu'il est bon. Donc là, moi je respecte le choix de chacun parce que le parti actuellement de M. Macron, bon, tous ceux qui l'ont fondé, et pour la plupart, ce sont des socialistes. Donc c'est le choix. Donc, mais les personnes qui veulent encore rester au niveau au Parti socialiste et qui veulent faire du Parti socialiste le parti qui a ses propres valeurs et qui veulent rester socialiste, bon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce qu'on doit respecter le choix de chacun. Qu'est-ce que vous pensez de l'union de la gauche qui a été annoncée dans la région des Hauts-de-France pour les élections régionales de juin prochain? Et est-ce que vous pensez qu'une union de la gauche est souhaitable pour 2022 peut-être? Oui, parce qu'en regardant un petit peu les choses, je suis allé un peu jusqu'à Mitterrand, c'est grâce à l'union de la gauche. Là, c'est grâce à l'union de la gauche. Et la gauche, en fait, les différents partis de gauche sont complémentaires. Ils sont complémentaires, donc ils peuvent se mettre ensemble et s'entendre pour défendre des valeurs. Alors certains peuvent penser que ce n'est pas possible. Moi, j'y crois sincèrement parce que ce sont des personnes qui sont complémentaires en termes de personnes, mais en termes de valeurs également. Donc, j'y crois et je crois que c'est une des solutions si on veut effectivement changer les choses. Ça suffira à empêcher un second tour Macron-Le Pen, une union de la gauche? Là, je ne peux pas prédire. Je ne sais pas si ça dépendra du travail qui sera fait, le travail de proximité, de compréhension. Et maintenant, la situation sanitaire ne facilite pas forcément ce travail-là. Mais là, tout est encore possible parce qu'il y a encore à démontrer, parce qu'il y a eu des défaillances et il y a eu des situations qui permettent, en tout cas, à la population de faire d'autres choix que le choix Marine Le Pen, Macron. Bon, on verra, on ne va pas prédire l'avenir. En tout cas, toujours est-il qu'en 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République et vous étiez élue sénatrice. On va parler de vous au Sénat, c'est l'heure du moment Sénat. Alors d'abord, première question, comment ça s'est fait votre élection en tant que sénatrice? Vous étiez maire de Morne-à-l'Eau à ce moment-là? Non, je n'étais pas. Vous étiez première adjointe? J'étais première adjointe à ce moment-là, parce que j'ai été première adjointe, ensuite j'ai été troisième adjointe, et après j'étais encore première adjointe. Et là j'étais première adjointe, et là j'étais sur une liste, alors j'ai été sollicitée par l'ancien ministre Victorin Lurel. Il m'a dit que je faisais partie des personnes qu'il souhaiterait avoir sur sa liste. Alors c'est à ce moment-là que je me suis intéressée, j'ai vu une liste, c'est combien de personnes, enfin comment, pour comprendre, parce que je n'étais pas du tout au départ impliquée, je n'étais pas dans cette dynamique-là, et j'ai vu que c'était 5 personnes. Donc, et avec la parité, donc j'ai dit, bon, là, bon, je serais peut-être sur la liste, mais je ne savais pas trop vraiment. Et c'est, bon, il m'a appelé, je crois, 3 fois pour me dire, bon, voilà, et j'ai été sollicitée par plusieurs autres candidats, c'est vrai. Et un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait une réunion pour la présentation de la liste qu'il avait finalisée, et bon, qu'il avait vu avec, au niveau de son parti, et qui était le mien de toute façon, et il y avait une rencontre. Et c'est le jour de la rencontre avec la presse, en fait, mais que j'apprends que je suis deuxième sur la liste. Mais parce que vous ne saviez pas que vous étiez deuxième sur la liste? Non, parce qu'il y avait le choix et la personne qui, en fait, là, oui, mais je vous dis, oui, parce que je savais que nous étions 2 femmes.
J'avais des informations comme ça et ce jour-là, juste avant, il y a eu une réunion et la deuxième femme qui était sur la liste, c'est la présidente du conseil départemental qui a fait le choix. En fait, elle était probablement pressentie pour être juste la deuxième, mais elle a fait le choix de pousser, comme elle dit, de pousser la liste et elle a souhaité rester, comme elle était présidente du conseil départemental, rester à son poste et rester là. Donc, du coup, je me suis retrouvée le deuxième et après l'élection, eh bien, on a eu un très très bon score. Et donc vous êtes devenue sénatrice je suis devenue sénatrice sur cette liste. J'ai une question pour vous de Chido qui vous demande tout simplement comment s'organise votre vie entre le Palais du Luxembourg à Paris dans le 5e arrondissement et la Guadeloupe. Oui, eh bien je fais... Combien d'allers-retours en avion par an? Je fais des va-et-vient. Alors j'essaye de faire l'utile et l'agréable dans la mesure où les deux sont utiles, c'est vrai, mais en fonction de l'agenda, à la fois à Paris, du Sénat, parce que je suis de la Commission des affaires sociales, donc je sais qu'il y a des périodes, quand on parle du PLFSS, donc je reste à Paris. Je ne vais pas partir. Le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, voilà. Comme votre commission travaille dessus, en gros l'automne, vous êtes à Paris. Donc, oui, je reste. Et quand je pars, c'est pour des courtes durées. Mais si les contraintes sanitaires d'aujourd'hui concernant la septaine et tout, c'était dans cette période-là, ce serait difficile et compliqué. Parce que là, la contrainte, c'est déjà à chaque fois faire le test PCR. Et jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, je dis, j'ai un test négatif que je fais fréquemment. Le test est négatif et aussi donc faire le va-et-vient. Donc j'essaie de limiter quand même les allées-venues parce qu'il y a moins d'avions, c'est vrai. Mais en fonction de l'agenda du Sénat, parce que je suis très impliquée, et maintenant encore plus parce que je suis secrétaire du Sénat. Mais oui, vous êtes secrétaire du Sénat, absolument. Oui, donc en fonction, alors il y a cela, et je suis dans la délégation des droits des femmes et dans la délégation des Outre-mer. Donc, ce qui fait que, en fonction des sujets, en fonction de l'organisation. Alors, c'est vrai que nous pouvons travailler en visioconférence pour les délégations et pour les commissions, quelquefois. Et la plupart du temps maintenant, parce qu'il y a quand même au Sénat, compte tenu des règles de distanciation et des règles sanitaires tout simplement, donc tout le monde ne peut pas être présent en même temps. Donc, il y a une organisation qui se met en place. Donc, je suis quand même, j'ai une possibilité. Mais faire le va-et-vient, je le fais. Souvent, on a droit, je crois, le 12 allées-venues, mais je n'ai pas forcément fait les 12 par an. Parce que c'est aussi... 12 par an, ça peut aller jusqu'à 12 par an? Oui, en fait, il y a un budget. Vous avez un budget billet d'avion. On a un budget, voilà, et en fonction des périodes, c'est vrai que vous pouvez aller jusqu'à 12 par an. Peuvent fluctuer. Les prix peuvent fluctuer. On peut aller jusqu'à 12, ce qui voudrait dire 1 par mois. Mais il est vrai que moi, quelquefois, je ne les fais pas. C'est quand la dernière fois que vous étiez en Guadeloupe? Eh bien, j'étais en Guadeloupe jusqu'à il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Et c'est quand la prochaine fois que vous y retournez? Alors, je devais partir à la fin de la semaine, de cette semaine. Il y a il y a des vols qui sont modifiés, j'ai un certain nombre d'impératifs. Donc, en fait, là, voilà, c'est à voir. Je suis très content que vous soyez sur mon plateau, alors, pendant ce passage à Paris. Oui. Très bien. J'ai une question de Better Auteur qui vous demande, est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir discriminé en tant que sénatrice des Outre-mer au Sénat? Ou est-ce qu'il n'y a pas de débat? Les sénateurs métropolitains et les sénateurs ultramarins sont sur un pied d'égalité? Non, je travaille très bien avec tout le monde, à la fois au sein de mon groupe, à la fois au sein des autres groupes. Donc, je ne me suis pas sentie discriminée. Je suis quand même à l'aise, très à l'aise au Sénat. Et je profite justement de l'occasion pour remercier et féliciter le professionnalisme des personnels du Sénat également. Les fonctionnaires du Sénat sont extraordinaires. Oui, parce que ce sont des personnes qui sont extraordinaires. Donc, à aucun moment, je n'ai ressenti une différence de traitement. À aucun moment, non, parce que bon, je fais mon travail avec la rigueur qui s'impose. Et quand j'ai besoin d'avoir des informations, je demande et j'ai toujours les réponses. Et, en tout cas, on m'oriente vers les personnes les plus opérationnelles pour répondre. Donc, je n'ai pas de souci par rapport à cela. On va parler d'un sujet sur lequel vous êtes très engagé, évidemment, la chlordécone. On l'a appris aujourd'hui, le parquet de Paris, le procureur a l'intention de classer sans
ensuite la plainte pour raison de prescription. Les délits seraient prescrits. J'imagine une grande déception de la part de l'élu guadeloupéen que vous êtes. Oui, c'est l'élu, mais c'est toute la population de la Guadeloupe, de la Martinique. Parce que depuis tantôt, et là j'ai fait partie des Verts Guadeloupe à l'époque avec M. Durimel, à l'époque où il a déposé sa plainte. C'est vrai qu'il y a une déception. Parce que j'ai posé il y a quelques jours une question au gouvernement concernant cette problématique, parce que j'avais eu l'information et j'ai souhaité poser cette question. C'est vrai qu'il y a une liberté, je dirais, du juge et du tribunal. Donc là, ce n'est pas le ministre qui m'a répondu, c'est le ministre de la Santé qui m'a répondu adroitement et qui a reconnu quand même que c'était une saloperie, le chlordécone. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de familles, parce que ça n'est plus utilisé, c'est vrai, mais qui vivent des conséquences très désastreuses au niveau de la santé. Il y a des personnes qui sont aussi décédées à cause de ce produit pour lequel il y a eu des dérogations particulières. Et là, je l'ai évoqué lorsqu'il y a eu la dérogation pour les néonicotinoïdes ici. Peut-être que c'est à une autre échelle, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais le principe des dérogations, alors que les produits sont sortis de l'utilisation, moi, ça me pose un sérieux problème. Donc maintenant, on a des enfants, des petites filles qui ont des problèmes hormonaux considérables. Hein. Il y a des problèmes endocriniens. Il y a un certain nombre d'hommes qui ont eu des cancers de la prostate, entre autres. Hein. Mais il y a aussi d'autres types de pathologies qui sont décrites, pour lesquelles, si pour certaines, il y a des liens de causalité qui ont été faits, pour d'autres, on ne sait pas forcément. Mais il y a, c'est un vrai problème qu'il y ait cette prescription. C'est un vrai problème et là, je ne me permettrai pas non plus de porter un jugement concernant les décisions de justice, mais je dis que pour les personnes qui étaient en attente d'une réponse beaucoup plus adaptée, plus adéquate par rapport aux préjudices subis, eh bien, c'est vraiment dommage. Je m'arrêterai là, je ne porterai pas de jugement. Toutefois, il y a un plan de chlordécone 4 qui est arrivé. Moi, je suis contente d'avoir... Oui, il y a un protocole en cours qui est en train de... Il y a un protocole, voilà, donc ça commence. Il y a une référente qui a été désignée et avec les associations, avec les élus, il y a un travail qui se met en place. Je suis quand même très heureuse d'avoir pu, l'année dernière, proposer un amendement qui a été adopté sur le principe du diagnostic biologique pour le chlordécone, pour la prise en charge et mettre la mise en place de budget fléché. Et je crois que là, c'était en première lecture au Sénat, parce que j'avais proposé cet amendement. Là, maintenant, les choses se font progressivement, mais je regrette vraiment qu'il y ait une prescription. J'ai une question de Red Tails qui vous demande, est-ce que vous pouvez nous parler du prix de la vie aux Antilles? On en est où du prix de la vie? On a eu beaucoup de troubles sociaux je suis en train de me poser de bonnes questions là-dessus, de travailler, d'essayer de creuser davantage, parce que les prix sont 30% plus chers, 30 à 40% en fonction des produits plus chers. Et si les personnes qui viennent en Guadeloupe et qui ont l'habitude de consommer un certain nombre de produits ici, quand ils arrivent, ils sont étonnés. Donc ils changent leur habitude, ils prennent peut-être d'autres choses où carrément il y a des produits qu'ils n'achètent pas. Donc il y a depuis 2009 où il y avait eu un mouvement social important en Guadeloupe puis à la Martinique, mouvement du LKP, il y a eu effectivement des mesures qui avaient été mises en place concernant les prix. Les choses ont bougé. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas franchement bougé. Et là, je suis en train de travailler sur la question pour bien comprendre, parce que là, il n'y a pas bien longtemps, on a parlé de la taxe qui s'appelle l'octroi de mer, qui est appliquée sur nos territoires. Absolument. Et qui porte un préjudice quand même à la fois sur la production locale. Ouais. C'est-à-dire que les produits manufacturés, il y a un certain nombre de produits qui arrivent sur nos territoires pour lesquels il y a une taxe, mais les produits locaux, c'est-à-dire que si vous achetez de la farine, alors il y a la farine de froment, la farine qui vient d'ici, cette farine est taxée quand elle arrive en Guadeloupe, mais le pâtissier qui va transformer, qui va faire par exemple des croissants ou autre chose, eh bien il y aura une taxe sur le produit transformé. Donc là, c'est sûr qu'il faut que l'organisation soit différente au niveau de l'utilisation des produits locaux. Il y a des personnes il y a eu beaucoup d'initiatives d'ailleurs pendant la période de Covid et la période de confinement particulièrement, où les bateaux, il n'y avait pas le cabotage qui était fait de la même manière. Donc là, il y a eu un certain nombre d'initiatives et qui sont en train de devenir des initiatives pérennes. Mais je crois que la question de la construction du prix, parce que là, il y a une liste de produits de première nécessité fléchée, clairement identifiée, et quand on regarde bien, j'ai l'impression, et là je suis en train de travailler dessus, ici dans l'Hexagone, il y a 3 interlocuteurs, 3 opérateurs
qui, entre le produit tel qu'il est fait et jusqu'au consommateur dans le, enfin, je dirais sur le marché, mais aussi dans les épiceries, soit de proximité ou les grandes surfaces, il y a 3 opérateurs. Pour la Guadeloupe, la Martinique, et je pense que c'est probablement la même chose pour les autres territoires, il y en a 14. Et les frais d'approche sont amplifiés, et c'est cela. Et les produits de première nécessité qui sont utilisés, et qui sont dans la liste là, eh bien les personnes qui les utilisent, qui n'ont pas tellement de choix parce qu'ils ont besoin de ces produits-là à ce moment-là, ils doivent payer plus cher. Ce sont ces gens-là qui payent. Ce sont les personnes les plus démunies en fait qui payent le plus cher. Tous ces intermédiaires qui parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais, et là, il y a un intermédiaire en plus. Et là, c'est une question que je suis en train d'étudier. J'essaie de lire, j'essaie de comprendre. Il y a un des intermédiaires qui fait le cabotage, qui sort de l'Hexagone pour venir vers les Antilles, qui sont par exemple là où il y a tous les containers, et qui dépose en principe certains containers pour la Guadeloupe identifiés et commandés par les Guadeloupéens, par les entreprises guadeloupéennes. Et maintenant, compte tenu que pour peut-être optimiser, j'en sais rien, il va aussi, le même va, alors c'était à l'époque où le président Chirac avait carrément, je dirais, pas cédé, mais en tout cas, il avait accepté que ce soit une compagnie particulière qui ait le monopole plus ou moins. Et aujourd'hui, on se rend compte que il dépose certains conteneurs en Guadeloupe et compte tenu des impératifs des autres ports de la Caraïbe qui ont une autre organisation et où il y a un planning à des heures, des dates précises et des heures précises, eh bien, cet opérateur, s'il n'a pas fini, mais pour éviter en retard sur le timing qui lui est réservé dans certains ports d'autres ports, eh bien, il repart avec les produits destinés à la Guadeloupe, aux Guadeloupéens ou à la Martinique, et il va sur la Caraïbe, et là, il dépose les containers, là, donc il faudrait qu'il y ait un autre qui reprenne pour retourner, alors qu'il est venu avant. Et c'est le Guadeloupéen qui paye 2 fois, du coup. Non, c'est ça, enfin, qui paye pour le... Eh bien, là, je n'ai pas encore tous les éléments pour répondre, mais en fait... D'accord, mais en tout cas, donc tout ça participe. Donc, tout ça contribue énormément. En plus, il y a le transit, parce que il y a les transitaires, il y a les transporteurs. Et les transporteurs, là, en fait, il y a, et en plus pour certains produits qui sont stockés, parce qu'il y a des produits qui sont stockés en fonction de leur date limite d'utilisation, où on a une marge. Donc, là, quand ils mettent dans un conteneur, ça va rester dans un lieu précis et tout ça. Donc, il faut aussi optimiser. Ouais, il y a des frais, oui. Donc, il y a des frais d'approche qui sont beaucoup plus importants. Donc, la réalité, c'est encore ça. Donc, c'est toujours très cher. Une question de Lomi qui vous demande votre avis sur le problème de canalisation d'eau. Oui, en Guadeloupe, il y a un vrai problème. Il dit c'est en très mauvais état, c'est très mal géré. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à la fois sur le public Sénat, mais récemment au Sénat, parce qu'il y a eu une proposition de loi de 2 autres collègues parlementaires sur cette situation. Donc, c'est une situation qui est désastreuse, c'est vrai. Et là, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs, mais je dis bien plusieurs personnes physique et morale, je dirais comme ça, qui n'ont pas fait au moment où il fallait ce qu'ils devaient faire. Dans la mesure où si les canalisations sont arrivées à cet état-là, c'est que d'une part, ceux qui étaient en charge de le faire, qui avaient des délégations de services publics pour le faire, ne l'ont pas fait. Donc les entreprises qui devaient s'occuper de canalisation, bien sûr, parce que c'est pas un plombier qui va venir faire ce changement. Donc ce sont des entreprises qui avaient des délégations de services publics. La première chose, certains élus qui étaient en charge du dossier, parce que bon, là, il y a les entreprises, mais il y a aussi les élus. Certains élus qui avaient en charge le dossier qui ont laissé faire ou parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances, mais aussi les entreprises qui étaient là, qui pouvaient peut-être les éclairer, ne l'ont pas fait. Et il y a aussi, je dis, et je le dis, la dernière fois, je l'ai dit au ministre qui m'a dit que bon, le contrôle de la légalité vérifie, mais je dis que le contrôle de la légalité, on doit payer à tous les niveaux du service fait. Et là, le service n'a pas été fait et ce sont des entreprises qui ont quand même bénéficié de paiement parce qu'aucun ne réclame aujourd'hui de l'argent. Donc, vous pensez qu'il y a un délit aussi? Alors, il y a eu des plaintes. Là, je laisse la justice faire son travail. Il y a eu un certain nombre de plaintes et il y a un certain nombre d'associations qui se sont formées depuis tantôt. Donc, en Guadeloupe, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs difficultés. Et maintenant, donc, la proposition qui a été faite pourrait répondre à toutes les difficultés si elle avait été faite de façon conforme par
rapport à l'ensemble par exemple des EPCI et des exécutifs. Pour le moment, il y a 2 SMO qui ont été créés, un par le département de la région et les EPCI de notre territoire, sauf Marie-Galante pour le moment, parce qu'on est un archipel et c'est un petit peu compliqué à ce stade. Et un autre qui a été créé par la loi. Donc, ce que je regrette en tout cas, c'est que les Guadeloupéens, ils en souffrent. Donc là, il y a il faut aussi dissocier une chose, parce qu'il y a de l'eau de captage, et c'est surtout tous ceux qui sont desservis en eau de captage qui ont ces difficultés-là. Là où il y a de l'eau de forage, on a moins de difficultés parce que c'est de l'eau calcaire sur la grande terre. C'est sûr que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, même il faut dissocier quand même cela, ce n'est pas normal que des personnes restent plusieurs journées sans eau. Dans certaines communes, il y a des plannings. Donc, c'est regrettable. Moi, je pense que l'urgence, ce n'est peut-être pas forcément de passer par un texte, parce que c'est un texte d'exception là, d'une part. D'autre part, l'autre chose, c'est que les Guadeloupéens, tout ce qu'ils ont besoin, en dépit de toutes les considérations politiques et politiciennes aussi, ils ont besoin d'avoir de l'eau, et c'est ça l'urgence. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là. Donc, j'ai besoin là, parce que faire... quel que soit le format, le plus important, c'est qu'on puisse faire les travaux nécessaires et de pouvoir donner de l'eau aux personnes qui en ont besoin. Une question de la part de Thomas qui vous demande ce que vous pensez de la suppression de la chaîne France Eau. Est-ce que selon vous, on parle assez de l'outre-mer dans les médias? Je trouve que c'est pas suffisant. Pas suffisant. Je trouve que c'est pas suffisant sur les autres chaînes, parce que là il y a une diversité de chaînes, et c'est très regrettable que c'est quand il y a des problèmes d'actualité et quelquefois des problèmes négatifs, alors qu'il y a beaucoup de choses importantes et des choses positives qui se font à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'eau, il y a un certain nombre de problèmes, et je suis là pour vous dire que je suis très impliquée dans la vie guadeloupéenne et je dirais même antillaise, mais malheureusement certaines chaînes ne parlent de la Guadeloupe, de la Martinique que quand il y a des personnes dans la rue, quand il y a un certain nombre de faits divers, alors qu'il y a des choses exceptionnelles. Maintenant, c'est vraiment dommage que, compte tenu de la situation sanitaire, au niveau culturel, il y ait moins d'événements, mais aussi au niveau culturel, il y a beaucoup de choses, et jamais on ne voit sur les chaînes, certaines chaînes nationales ce que nous produisons, ce que nous avons, et nos artistes, parce que nous avons aussi un certain nombre d'artistes de grande qualité, de valeur, et qui ne sont malheureusement pas suffisamment visibles, comme on dit. Alors, il y a eu un rapport qui a été fait en 2019 par le Sénat. La délégation outre-mer du Sénat a fait un rapport sur l'audiovisuel des Outre-mer. Oui. Et il y a eu, hier après-midi, justement, une première évaluation de ce qui a été mis en place par la France Télévisions. Donc, la directrice, Mme Jangoul, elle est venue. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont donné des indications. Elle a montré que un certain nombre d'engagements sont déjà faits, pas suffisamment sans doute, mais il y a une démarche qui commence. Et hier au Sénat, une des sénatrices qui avait été co-rapporteur de ce rapport, Madame Jocelyne Guidez, et l'autre rapporteur, c'était Monsieur le sénateur Antiste, Maurice Antiste de la Martinique. Eh bien, Madame Guidez, Monsieur Antiste étant pour le moment à la Martinique, Madame Guidez a évidemment salué les efforts qui avaient commencé. Donc ce n'est pas encore suffisant, c'est vrai, tout le monde l'a reconnu, parce qu'il y avait également un représentant, je dirais, d'usagers qui était là, M. Ribus, qui lui aussi disait qu'il y avait encore un chemin à faire. Mais je crois sincèrement que pour le moment, même si des efforts sont faits par France Télévisions, ce n'est pas suffisant. Et j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait... moi, je ne suis pas là pour parler de minorité visible ni rien du tout. Je parle d'humain. On est sur un territoire national. On doit pouvoir montrer ce qui se fait en Polynésie, ce qui se fait à Mayotte, ce qui se fait en Guyane, en Guadeloupe, en fait, sur l'ensemble des territoires. Et pas seulement quand il y a des événements forcément négatifs et dévalorisants, comme quelquefois je le vois. Donc, voilà. Lomi vous demande ce que vous pensez des aides de l'État au niveau du tourisme pour les Outre-mer. Est-ce que c'est suffisant, vous demande-t-il? Ou est-ce que vous souhaitez d'autres aides pour développer le tourisme?
Il y a eu des aides de l'État pour le tourisme. La difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup d'établissements ne peuvent pas fonctionner. Donc les aides, il y a eu des aides, c'est vrai, il faut maintenir un niveau, même quand il n'y a pas beaucoup de tourisme, mais il faut quand même entretenir à la fois la partie pour l'habitat, mais enfin tout ce qui contribue en tout cas au bien-être du touriste qui est potentiel. Donc les établissements fonctionnent plus ou moins avec une population qui n'est pas en mesure forcément au niveau local d'aller dans certains hôtels, il faut le dire. Et ces aides, alors moi je ne saurais évaluer si elles sont suffisantes ou pas, n'étant pas moi-même dans cette branche, mais que j'entends et que je sais, c'est que les professionnels auraient souhaité qu'il n'y ait pas les mesures qui ont été prises concernant les déplacements, concernant les déplacements sur nos territoires. Donc il y a eu des aides, je pense que là, il y a eu des aides, mais il y a eu aussi des prêts garantis par l'État. Et je sais qu'il y a certaines des entreprises qui contribuent en tout cas à la prise en compte et à la prise en charge des touristes. Et bien comme la situation ne s'améliore pas forcément pour elles, ont des difficultés pour les échéances. Donc je sais qu'il y a eu, ça a été différé, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a un personnel et il y a aussi tous ceux qui travaillent pas directement mais de façon indirecte aussi avec les touristes parce qu'il y a des agriculteurs qui fournissent des produits frais, il y a un certain nombre de personnels qui en fonction des saisons et en fonction des périodes travaillent au repas qui sont là des saisonniers. Il y a en fait toute une série de conséquences je dirais hormis le fait qu'il y ait peut-être ces aides-là, mais ces aides payent surtout à payer peut-être les frais fixes, à faire un certain nombre de dépenses. J'ai une dernière question pour vous qui est posée par Veit Warwolf, qui vous demande comment est-ce que vous envisagez le rapport entre la métropole et les Antilles dans une logique bas carbone, avec moins d'avions, moins de bateaux à moteur. Oui. Là, en fait, il faut maîtriser. Alors, il y a deux niveaux. La question est posée parce qu'effectivement, il faut maîtriser et faire effectivement en sorte que nous utilisions beaucoup moins. Alors, les biocarburants, on peut faire, et j'ai vu en expérimentation, déjà, j'étais membre d'une mission d'information sur le transport aérien et j'ai eu l'occasion de visiter les endroits et j'ai su également qu'il y avait du biocarburant qui était déjà en expérimentation sur les vols internes ici. Alors je ne sais pas, il y a des mélanges qui se font entre le kérosène et là, progressivement, bon, ils vont voir. Donc il y a des expérimentations qui sont faites. Donc moi, je crois qu'il faut travailler davantage, mais il faut que la France aussi finance suffisamment la recherche dans ce domaine-là pour permettre, évidemment, qu'on puisse avoir des possibilités alternatives. Moi, je suis assez d'accord. C'est quoi l'alternative à l'avion Non, c'est pas à l'avion. Non, je parlais des biocarburants. Parce qu'on là, par exemple, on a les kérosènes, on a on a pour les bateaux aussi, fuel, enfin bon, il y a des autres. Donc c'est surtout, non, je ne parlais pas à l'avion, non, mais je dis que c'est des alternatives au kérosène actuel. Et là, je nous parlais des expérimentations qui sont en cours avec d'autres types de carburants, les biocarburants. Donc là, c'est cela. Pour les bateaux, moi, je crois qu'il faut optimiser davantage, c'est-à-dire qu'il y ait moins de rotation et s'assurer que quand un bateau part ou quand un cargo passe par, aussi qu'on soit dans le niveau aérien ou alors maritime, eh bien, qu'il soit suffisamment rempli à la limite de ce qu'il peut en tout cas accueillir pour éviter autant de rotation. Donc ça c'est la première chose et maintenant on le voit bien. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de personnes qui voyagent, donc les avions, les vols sont sans cesse reportés. Moi je le vis également. Là, c'est à cause du Covid en l'occurrence. Donc là c'est pour le Covid. Mais là peut-être c'est peut-être maîtriser, c'est-à-dire limiter le nombre de vols. Et bon, il y a beaucoup de compagnies. Il faut que toutes les compagnies vivent parce qu'il y a le côté social en même temps par rapport au personnel. Donc, il y a ça. Donc, essayer de maîtriser, en tout cas, les différentes... limiter peut-être le nombre de rotations et maîtriser les choses afin qu'il y ait moins
moins de va-et-vient, mais on est arrivé à un stade où tout doit être remis en question parce que la pandémie nous montre que notre façon de consommer, y compris dans les transports, eh bien, est différente. Et je crois que ce sera remis en question dans la mesure où maintenant on voit qu'il y a des personnes qui se déplaçaient, par exemple, pour certaines réunions régulièrement. Eh bien, il y a des réunions qui pourront désormais probablement se faire en visio. Et il y a également, par exemple, pour ce qui nous concerne, il y a un certain nombre de travaux qui se font en visio et en présentiel. Et dans l'hémicycle, par exemple, pour ce qui concerne le Sénat, tout le monde ne peut pas y être ensemble, mais on ne peut être que présent dans certains cas, et pour les votes, alors pour les votes à main levée, on n'est pas forcément là, et pour certains votes, il y a le scrutin public qui s'applique et pour lesquels on a donné délégation, on donne délégation au chef de file. Merci beaucoup, Victoire Jasmin, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette invitation et je vous dis à très bientôt sur Public Sénat. Ciao. Merci.